Bon, les makers, alors je viens un petit peu prendre des nouvelles. Aujourd'hui, on va voir étape par étape comment j'ai peint cette magnifique figurine qui représente une scène de combat juste incroyable qui fait saigner du nez, donc de Dragon Ball Z Goku 3 versus Janemba. C'est une scène que j'ai commandée, qui a été faite par un sculpteur contre une commission. Ce monsieur a fait cette magnifique scène imprimable en 3D et je l'ai imprimée et peinte. Je vais la poser derrière et on discute de ça tous ensemble. Alors bon, voilà, donc aujourd'hui on va chiller, c'est-à-dire que je mets la vidéo en fond de comment j'ai réalisé étape par étape cette peinture de figurine et on est arrivé aux 1000 abonnés, chose incroyable. Puisqu'on est quand même dans un marché de niche, moi en lançant une chaîne, c'était pas vraiment le but. Mais bon, voilà, ça plaît à du monde, je suis content, ça aide des gens surtout. Donc c'est très bien, et on va faire une petite FAQ, donc c'est le moment en fait de reprendre plein de questions. Alors je vous ai demandé, vous avez bien joué le jeu, donc j'ai pas eu des milliers de questions non plus, je suis qu'un tout petit youtubeur. Mais vous avez super bien joué le jeu, franchement merci pour ça. Et j'ai réuni une dizaine de questions à peu près, qui regroupe des fois plusieurs questions. Le but en fait c'est de les balayer, de parcourir tout ça et de voir en fait ensemble ce qui peut vous aider et vous rediriger vers des vidéos quand j'ai déjà couvert les questions. Ça va vous aider, ça va vous donner des conseils supplémentaires par rapport à ce qui a déjà été traité en vidéo, et quand c'est plus précis en vidéo, je vous renvoie vers la vidéo. Donc aussi, en guise d'intro de cette vidéo, je disais dans une vidéo précédente que j'aimerais bien parler aussi d'autres passions que j'ai. Parce que voilà, je suis quelqu'un qui a beaucoup de passion en fait, j'essaie de me canaliser, il n'y a pas que la 3D, il y a plein d'autres trucs, et j'essaie de pas partir dans tous les sens avec l'âge. Une de mes passions, les comics, et j'ai consommé beaucoup de comics, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de comics, mais au fil du temps en fait j'ai appris à choisir ce qui me plaisait vraiment, et en tant qu'amateur d'histoires d'horreur, de pas trop paranormal mais plus horreur, des fois gore aussi, je suis devenu fan du label 619, dont le titre connu je pense c'est Mutafukaz. C'est un label indépendant qui fait des choses super dans le genre quoi. Et moi ce qui m'a fait tomber amoureux d'eux c'est Doggy Bags. Donc c'est des recueils en fait, des BD de 3, on va dire généralement c'est 3 histoires d'horreur qui sont super bien ficelées, super bien écrites, super bien dessinées. L'avantage aussi des comics c'est que dans l'esthétique on trouve des alliances de couleurs, enfin ça donne des idées en fait pour faire des alliances de couleurs, la peinture, etc. Donc je m'inspire de ça, et vraiment leur histoire, celles qui m'ont fait vraiment bander comme un taureau en rut à chaque fois que je les ai lus, c'était tout ce qui était dans Doggy Bags, et ils ont arrêté, et avec le Covid je crois ça les a un peu tués. Par contre je ne suivais plus en fait trop l'actualité Label 619, et j'ai appris récemment qu'ils avaient ressorti un nouveau titre qui s'appelle Low Reader. Donc voilà Low Reader, le nouveau titre en fait de chez Label 619. Donc petite histoire par rapport à ce coffret. Donc c'est un coffret collector qui a été en exemplaire limité. Et moi j'ai entendu parler de ça des mois après la sortie de la précommande. C'est-à-dire que quand je me suis renseigné pour comment l'avoir, il n'y en avait plus nulle part. Il n'y en avait plus en fait, donc j'étais juste dégoûté. On peut retrouver la BD, mais je voulais le coffret collector. Pourquoi ? Parce que dedans, il y a un système de tickets d'or, il y a des cassettes audio. Donc ils ont mis en fait 3 cassettes. Donc il y a la rouge, la verte et la dorée. Donc la rouge, une version régulière, donc c'est juste une bande son. La bande son en fait de la BD, d'accord, je crois qu'il y a un groupe dedans de métal, enfin c'est la bande son. Il y a les versions vertes, donc la phase B, certains soirs de pleine lune. Cette cassette t'offre un abonnement à vie à Low Reader, ainsi qu'un pins inédit label 619. Donc voilà, si il y a la verte là-dedans, abonnement à vie plus le pins. Et s'il y a la dorée qui est unique, il n'y en a qu'une seule. Alors je crois que la verte, il y en a 10. Et la dorée, il n'y en a qu'une seule. Ça offre un abonnement à vie à Low Reader, un lot de goodies, la Moss Blaze, donc ça c'est leur shop en ligne,
ainsi que le dessin original de la couverture de Monsieur Sato par Guillaume Singuelin, pardon. Donc, on verra ensemble si j'ai l'honneur d'avoir soit une cassette verte, soit une cassette dorée. Voilà, donc je garde le suspense pour la fin de cette vidéo. On le découvrira ensemble. Est-ce que ce sera une superbe surprise ou une petite déception? Puisque bon, franchement, pour moi, c'est un plaisir à lire. Et donc je disais, comme l'histoire, c'est qu'il n'y en avait plus du tout. J'ai entendu des mois après la précommande qu'on pouvait avoir ce coffret collector avec ce système de tickets d'or. Et je suis allé donc sur Canal BD, qui répertorie en fait les points de vente, et il y en avait un disponible sur Paris, sachant que j'habite à 800 km de Paris, d'accord. J'appelle la librairie, le mec me dit, il est réservé, voilà. En gros, tu l'as dans le fiac, et mais il m'a pris par pitié, j'ai un petit peu insisté, quoi. Et donc le mec me dit, ok, il est réservé, mais personne n'est venu le chercher depuis. Je le mets de côté cette semaine. Si vendredi, tu m'appelles et qu'il est toujours pas passé le mec qui a réservé, il est pour toi. Et donc, il est pour moi. C'est-à-dire que j'ai rappelé le vendredi, j'ai réussi à le réserver, tout simplement, et j'ai fait jouer des connaissances. D'ailleurs, je remercie mon ami Bûcheron de son pseudo, qui habite à Paris, qui a réussi à le récupérer à 45 minutes de chez lui dans la librairie et à me l'envoyer par courrier. Donc j'ai le dernier et je me suis pas spoil, je ne sais pas si la cassette d'or ou les cassettes vertes ont déjà été trouvées. Donc on verra ça en fin de vidéo. Je mets ça de côté, on enchaîne tout de suite avec vos questions. Alors la première question de Stéphane. Alors j'ai pris des notes, mais j'ai commencé à prendre des notes, mais bon, on va faire un peu au feeling pour cette vidéo. Il y a pas trop de script. Stéphane qui me pose la question, salut, je découvre aujourd'hui ta chaîne. Qu'est-ce qui t'a incité à créer une chaîne? Alors, je suis dans beaucoup de groupes Facebook. Je zone vraiment dans beaucoup de groupes Facebook. C'est un moyen pour moi en fait de trouver de l'inspiration, d'une part, des conseils d'autre part. Et voilà, de un peu voir les réalisations des autres et les différents niveaux de peinture, poser des questions, etc. Je me suis naturellement tourné vers la création de tutos parce que je voyais beaucoup de gens qui se démotivaient en fait, qui avaient du mal, alors que moi j'avais déjà une bonne expérience de peinture parce que j'ai peint beaucoup de figurines avant ça, avant de les créer moi-même. Je peignais en fait des figurines Games Workshop, donc tout ce qui est Warhammer 40 000 principalement, et ce qui est très compatible en fait avec l'impression 3D, parce que j'avais une armée d'orques, j'ai deux armées, j'ai une armée d'orques, et les orques en fait c'est une race qui fait beaucoup de bricolage, qui récupère les armes, les véhicules, les armures des autres, des ennemis qu'ils ont vaincus. Je pense qu'on peut se permettre tout ce qu'on veut quand on joue orc dans Warhammer 40 000, et au début je faisais de la conversion avec les pièces que j'achetais, etc. Et bah voilà, j'ai commencé à m'intéresser à la 3D et à personnaliser mon armée en fait en imprimant des armes, des pièces par-ci par-là, et en créant des nouveaux vaisseaux. Voilà, c'est hyper compatible, et du coup c'est ce qui m'a mis à la 3D, et donc ce qui m'a convaincu qu'il fallait que je fasse des tutos, c'est que il y a des youtubeurs peinture, il y a des youtubeurs impression 3D, mais il y en a très peu en France qui font les deux, c'est-à-dire qui allient vraiment le processus d'impression jusqu'à la finition, la peinture. Il y avait un trou en fait, et je me suis inséré là-dedans en me disant que de toute façon, si mon travail, au travers des posts que je fais, j'ai déjà vu que mon travail plaisait, que des gens posaient des questions et avaient envie d'aller vers ce que je faisais, ben il fallait que je fasse des tutoriels, et donc voilà, c'est ce qui m'a incité vraiment à créer une chaîne. D'une part, j'ai commencé à faire de l'impression 3D pour Warhammer 40 000, et après ma première vidéo, c'était en 2020, c'était pendant le Covid en fait, avec une centaine d'autres makers
j'ai monté un groupe dans le 67, donc l'ancien département en Alsace où j'habitais avant. On a imprimé en 3D des visières de protection faciale, hein, donc faut pas dire protection parce que ce n'est pas des EPI, hein, y a pas de... mais c'est des visières anti-projection. Donc le but c'était de distribuer ça pour aider les hôpitaux, les EHPAD, par la suite les commerçants quand l'activité a repris et les particuliers pour se protéger du Covid en fait tout simplement, des projections de Covid et aider à lutter contre la pandémie. Et on en a fait 15 000 en quelques mois, donc ça a été très très rapide. J'ai eu énormément d'aide de centaines de milliers de personnes, je crois sur le groupe Facebook on est plus d'1 millier. Et on a créé des concepts aussi, on n'a pas fait que des visières, on a fait d'autres pièces. Et du coup, ça m'a faire une vidéo pour présenter ce qu'on appelait à l'époque un ouvre-porte pouce-bouton. Pour montrer comment on l'imprime, comment ça se monte et comment on s'en sert. Du coup, je vais faire une vidéo que je vais partager en mode tuto pour les gens qui veulent imprimer et utiliser ces objets-là. Comme ça, ils auront tout sous la main, ils savent exactement comment ça se monte et que ça fonctionne. Et voilà, ils auront cette vidéo comme tuto. Et voilà, donc après, ça m'a motivé à faire d'autres vidéos parce que j'ai kiffé en fait partager des conseils en vidéo. Et après, je suis revenu sur ma passion principale, et la crise du Covid, hardcore étant passée. Du coup je me suis dit je me recentre un petit peu sur mes passions et je suis passé à expliquer comment on fait des figurines, comment on les peint. Voilà. Donc c'est ça qui m'a incité, c'est tout ça en fait qui m'a incité à créer une chaîne. Donc donner des conseils aux gens, principalement créer des tutos et créer surtout des vocations, des passions, parce que il y a des gens qui arrivent sur la chaîne qui ont pas d'imprimante 3D, alors soit ils connaissent pas du tout, ils ont juste envie de voir des belles figurines et ils se disent waouh on peut faire ça soi-même, et du coup ils s'y mettent, soit c'est des mecs qui débutent, qui ont peut-être même pas encore acheté leur imprimante, qui cherchent des conseils, et du coup voilà, ça donne des conseils et ça met le pied à l'étrier à des mecs qui vont rentrer dans la passion avec de bons conseils, une bonne base en fait pour commencer. Donc c'est tout ça qui m'a incité à créer cette chaîne et à faire mes vidéo. Voilà. Alors, une question de Hassan, je ne sais pas. Hello le Bud, j'ai vu ta vidéo sur tes réglages Litchi et j'aimerais en savoir plus sur le post-traitement, comment enlever les supports proprement sans avoir des traces, et sur les techniques de peinture, matériel utilisé et astuces. Merci beaucoup, continue ainsi. Merci à toi déjà pour tes encouragements et pour ta question. Oui, j'en parle dans la vidéo de tout ce qui est paramètres de slicer. Donc quand je partage des conseils et mes paramètres de slicer avec Litchi Slicer pour éviter les trous dans les figurines. Donc c'est la fameuse enquête de l'inspecteur Mac Yoro sur la trouphobia. Donc Yoro, pour la petite histoire, c'est un abonné qui m'a posé beaucoup de questions, que j'ai beaucoup aidé à perfectionner sa technique dans l'impression 3D, mais c'est un mec qui m'a hyper motivé. C'est un abonné que j'aime particulièrement parce qu'on a beaucoup échangé en fait en message privé, et je me suis dit dans mes petites introductions, je vais introduire ce personnage avec son nom. Enfin, j'avais ce personnage en tête, et donc je vais donner son nom. Je l'intègre en fait dans mon lore, donc faites attention, vous n'êtes pas à l'abri de retrouver votre pseudo dans une de mes vidéos si on apprend à un petit peu plus se connaître. Premier conseil pour enlever les supports le plus proprement possible. Déjà, allez voir ma vidéo sur mon partage de paramètres et de conseils. Il y a encore eu une personne cette semaine qui m'a dit j'ai utilisé tes paramètres, j'y connaissais rien avant, ça sort nickel. Voilà, donc c'est que ça marche très bien. Deuxième conseil, passez la figurine sous l'eau chaude quand vous avez fini votre premier post-traitement. Donc le post-traitement classique, on met ça dans le wash and cure, donc dans l'alcool isopropylique, et on fait les cycles, voilà, et une fois que on a passé dans l'alcool, c'est bien nettoyé au niveau du surplus de résine, vous allez mettre la figurine avec les supports sous l'eau chaude,
Et l'eau chaude va beaucoup aider à séparer, à désolidariser les supports sans faire de traces. Si vraiment j'ai des trous, je les bouche avec de la pâte à sculpter, en l'occurrence du milliput. Donc le milliput, j'explique comment on utilise cette pâte à sculpter dans ma vidéo sur la figurine de Toshiro de Bleach. S'il y a besoin de faire du ponçage, j'utilise du papier à poncer, du grain 1000 généralement, pour pas qu'il soit trop agressif que ça abîme ou que ça creuse trop en fait la figurine et que ça la déforme. Après les petits traitements dont j'ai parlé, je passe généralement tout de suite à la sous-couche de peinture. Mes paramètres et mon expérience me permet aujourd'hui de pas avoir à faire beaucoup de post-traitement, pas plus que ça. Donc voilà, ça passe quasiment direct à la peinture après la classico wash and cure et potentiellement quelques petits ajustements. Pour le matériel utilisé, donc c'est tout simple. Moi j'utilise principalement des pinceaux de la marque Army Painter. Donc quand je dis pinceau, je l'avais expliqué, je sais plus dans quelle vidéo, je mettrai un lien je pense là. Je conseille l'achat au moins de 3 pinceaux, un tout petit tout fin pour les détails, style les yeux, voilà, vraiment les tout petits détails, les ongles, etc. Un pinceau plus épais et un pinceau brossage. Donc le plus épais pour faire les layers, pour faire les couches en fait de votre peinture, et le brossage pour le brossage à sec. Donc ça c'est le starter pack minimum, on va dire 3 pinceaux, un fin, un moyen et un brossage pour commencer. Et moi je prends du Army Painter principalement parce que c'est bien et pas cher, donc c'est des pinceaux synthétiques. J'ai aussi des Raphaël où c'est des pinceaux avec un poil naturel. C'est pas la même sensation. C'est peut-être un petit peu plus confort. En peinture, j'utilise quasiment que de la peinture Citadel. Pourquoi ? Parce que j'ai énormément traîné dans des magasins Game Workshop, donc les magasins Warhammer, pour jouer sur des tables de Warhammer. Faut savoir que j'ai plus peint que joué, je suis pas un bon joueur. Ma passion dans le truc là, c'était plus la peinture, donc je peignais pour moi, je peignais pour les autres. Et je jouais pas beaucoup, voilà. Mais quand je jouais une armée, il fallait qu'elle soit absolument à 100% peinte. Je ne pouvais pas jouer avec une armée qui n'était pas peinte, voilà. Donc c'est pour ça que je jouais pas beaucoup, parce que j'achetais des figurines tout le temps, et du coup j'avais tout le temps quelque chose à peindre. Pour ce qui est autre accessoire, j'ai des limes diamants, donc ça sert aussi, voilà, pour limer, poncer un petit peu les grosses parties, les emboîtements, les trucs comme ça. Des outils de sculpture, donc quand je fais de la pâte à sculpter, j'ai des outils en plastique, des petites spatules, des choses comme ça en plastique en fait, de la superglue, etc. J'ai un présentoir à pinceau aussi, que je vous montrerai sûrement dans une autre vidéo, ou peut-être là au montage, je sais pas, mais bon, je vous en parlerai aussi je pense. Voilà, des petits accessoires on va dire, mais le starter pack c'est ça, c'est 3 pinceaux, un set de peinture. Donc dans la vidéo que je fais à propos de la figurine Princesse Mononoke, où je vous explique en fait que c'est une figurine où on peut commencer avec très peu de peinture, c'est fait exprès, c'est assez monochrome comme peinture, parce que j'utilise le minimum. Et ce que j'explique aussi, c'est que achetez pas plein de peinture tout de suite, faites en fonction de vos projets. Vous avez envie d'une figurine, vous regardez les couleurs dont vous avez besoin, vous achetez celle-là, vous faites une autre figurine, donc il y aura besoin de nouvelles couleurs, vous mettez des couleurs supplémentaires, vous augmentez votre pool de peinture comme ça. Voilà. Donc moi c'est mon conseil, avant d'acheter 250 peintures et de jamais utiliser la moitié et qu'elles soient sèches, parce qu'on les a ouvertes une fois et qu'on s'en sert jamais, voilà, et que c'est de l'argent perdu, faites en fonction de vos projets. Je parle aussi de tout ce dont il y a besoin dans la vidéo que je vous mets en lien. Je ne connais plus le nom, je vais regarder, mais avec ma connexion de merde ça va prendre 100 ans. Voilà, la vidéo avec la figurine Evangelion de l'EVA 01, débuter l'impression 3D de figurines, quel matériel et peinture acheter. Donc voilà, ça c'est... je reparle de tout ce qui est starter pack en fait là-dedans, pour bien commencer. Ok, alors une troisième question à Matt qui me pose la question, tes petits pots que tu as, est-ce que c'est déjà de la peinture diluée ou est-ce que tu les fais toi-même? Donc, bonne question. Alors ça, je couvre cette question-là
dans la vidéo de Gogeta, hein, qui est normalement la une de ma chaîne. Non, ce n'est pas déjà dilué. Il y a deux manières de diluer la peinture, avec de l'eau ou avec du médium. Le médium, ça va plus être pour tout ce qui est peinture métallique, hein. Je conseille le médium, donc acheter des pots de médium. C'est une substance qui est adaptée en fait à la dilution des peintures métalliques, parce que le pigment de la peinture métallique est un petit peu plus compliqué à gérer en termes de dilution, et il va mieux en fait être plus homogène quand on va diluer avec du médium. Pour le reste du temps, je dilue avec de l'eau la peinture que je sors de mes pots, et je le disais, il faut que ça ait un aspect un peu laiteux, faut pas que ce soit complètement liquide non plus, à moins de faire du glazing, mais ça j'en parle dans la vidéo sur Gogeta. Mais on n'applique pas de la peinture liquide, on la sèche avant et ensuite on applique, c'est-à-dire on pioche du trait liquide, on le sèche et on applique. Et sinon, une dilution, on va dire, c'est 2 à 3 gouttes de peinture. Pardon, 2 à 3 gouttes d'eau pour une goutte de peinture. Donc voilà, c'est à peu près le taux de dilution que j'utilise en général pour avoir une bonne dilution sur ma peinture et sur la gamme Citadel, mais je pense que voilà, gros smile, c'est à peu près pareil sur toutes les autres peintures acryliques. Donc, de la peinture acrylique n'est pas diluée de base et vous devrez apprendre à diluer votre peinture. Donc, faites des tests, entraînez-vous, plusieurs taux de dilution, notez combien de gouttes vous diluez, etc., ce que ça donne comme résultat. Entraînez-vous un maximum et vous allez prendre le coup de main pour diluer correctement votre peinture. C'est quelque chose de majeur, savoir diluer sa peinture pour bien peindre. Donc merci pour cette question qui paraît anodine, mais qui est très importante. Question numéro 3. Alors, l'autre question de Luc. Merci Luc pour toutes tes questions. Ça m'a fait plaisir, franchement, je dois le dire. La première, est-ce que l'achat d'une wash and cure ou autre améliore la qualité finale du modèle et réduit le temps par rapport à une technique plus rustique, des bacs, de l'alcool et la main qui sert de touillette? Est-ce que ça en vaut vraiment le prix? Est-ce que essayer ça l'adopter? Bref, t'as compris. Laisser ça l'adopter, pense que je vais devoir dire oui, parce que je fais à l'ancienne, c'est-à-dire moi je prenais des Tupperware en verre, je mettais de l'alcool dedans, ma figurine, et je mélangeais comme ça. Donc en gain de temps, non, puisque tu vas passer autant de temps. Généralement, je fais des cycles de 6 minutes dans l'alcool. Tu vas passer autant de temps, en fait, hein, si tu mélanges. Mais voilà, en termes de confort, tu vas passer 6 minutes à faire comme ça, ou alors tu vas poser ton truc dans le wash and cure. Ça va faire ce petit cyclone dans l'alcool avec sa petite hélice. Et du coup ça va faire un rinçage optimal. Voilà, donc à choisir si tu as le temps de faire comme ça. Enfin, c'est du confort, mais avoir les deux en un, ça nettoie très très bien, c'est-à-dire tu te poses pas de questions. Bon, il n'y a pas trop de questions à se poser quand tu wash, mais t'as pas à t'embêter. Et le 2 en 1, franchement pour moi c'est super, surtout la contenance. En fait, je crois qu'on peut mettre 3 litres, plus de 3 litres. Donc pour les grosses pièces, les grosses figurines, tu les plonges dedans et t'as pas besoin de plusieurs Tupperware, machin, ou d'un gros... voilà, pour le prix, franchement, je crois que c'est moins d'une centaine d'euros maintenant, ça doit même être aux alentours des 50 euros. Ouais, pour moi, c'est vraiment... C'est presque un must-have, en tout cas c'est un nice-to-have. Donc, une deuxième question, si tu es sur Listy Slicer, tu pourrais nous faire un tour de ton interface. Alors, très simple, c'est l'interface de base. Il n'y a pas de secret, j'ai rien touché là-dessus. Mon interface, elle est en anglais, voilà. Donc, je sais pas si elle existe en français d'ailleurs. Mais voilà, interface de base, j'ai pas custom l'interface. Tes tips pour moins foirer tes prints, je t'invite et je vous invite à aller voir ma vidéo sur le partage de mes paramètres de Slicer. Et conseils, il n'y a pas que les paramètres. Une recette miracle pour trouver le juste milieu du nombre de supports. Donc pareil, j'en parle dans cette vidéo-là. Avoir une bonne qualité et surtout sur des pièces volumineuses, Saturn ou Mono X ou plus gros encore, qui sont moins faciles à sortir que les têtes sur et Lego Mars. Alors,
voilà, tous les conseils en fait là-dessus, c'est une très bonne question parce que ça regroupe tout ce qu'on peut se poser comme question qui est couvert par ma vidéo sur le partage de paramètres du slicer Litchi Slicer, qui est un excellent slicer, et je remercie Litchi Slicer d'être venu mettre un petit commentaire sur ma vidéo en l'occurrence. Ça m'a fait très plaisir d'être regardé par ces gens-là qui sont des experts. Voilà, donc merci beaucoup à eux. Vous trouverez toutes les réponses à ces questions, tous mes conseils dans cette vidéo de partage de paramètres de Slicer. Une autre question, alors, des petits trucs sur toi. Par exemple, si tu as un autre métier à côté, arrives-tu à te dégager du temps, ta gestion d'emploi du temps, et surtout la question de la motivation, arriver à être productif, récurrent. On a tous plus de prints en attente que de prints finalisés. Alors, c'est une vérité absolue qui fait mal à entendre, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde. On a plus de prints que de choses peintes. Et encore, je me gère là-dessus. C'est-à-dire que généralement, je m'oblige à peindre, ou je m'oblige à ne pas imprimer plus de 2 figurines pour pas être submergé. En fait, parce que il y a une sorte de un bottleneck, un goulot d'étranglement dans le cerveau, je pense. Quand t'as plein de trucs à peindre, t'as plus envie de peindre. Tu sais plus par quoi commencer. Alors à part les mecs qui font vraiment de la masse, qui ont des dizaines alors ça m'est arrivé pour faire des armées par exemple. Mais l'avantage c'est que voilà, tous tes mecs ont la même couleur d'armure par exemple. Donc tu vas faire en série, peindre en série les armures et faire tes aplats, tes couches, tes layers de la même couleur sur toutes les figurines. Ensuite tu passes, je sais pas moi, la peau. Bon, la peau encore généralement il y a des variations, mais je sais pas, la couleur de l'épaulette, et tu fais 100 fois la même couleur, enfin la même couleur sur 100 figurines, etc. Dans ces cas-là, voilà, on peut avoir plein de trucs à peindre. Mais je pense qu'au niveau du cerveau, c'est mieux de pas avoir trop de trucs à peindre en même temps. Donc moi généralement, mon stop c'est 2 figurines. Alors il y a la figurine là de Alita que j'ai hâte de peindre parce qu'elle est vraiment belle et que on m'a fait plein de retours en disant ah je veux l'avoir peinte. Et j'ai la figurine là de Trunks en mode Shogun que je traîne depuis des mois parce que j'ai testé des couleurs dessus, j'ai pas su quoi faire. Je vais peut-être encore revenir en arrière. Jamais plus 2, je pense que c'est un bon conseil. J'arrête d'imprimer et je peins. J'ai un métier à côté, hein, donc ce n'est pas mon métier. J'aimerais que ce soit mon métier, mais ce n'est pas mon métier de peindre des figurines. J'ai un vrai métier à côté. Je suis consultant en gestion de projet informatique. Donc je travaille pour une boîte de consulting et je suis en mission dans une très grosse boîte de développement logiciel qui travaille avec tout ce qui est airlines, donc Air France, bateaux de croisière, etc. Donc une entreprise qui développe des logiciels. Et je travaille donc à Sophia Antipolis, qui est un pôle de l'informatique en France qui est vraiment excellent. C'est un environnement incroyable en fait pour de travailler là-dedans. Donc j'ai des grosses journées et c'est vrai que se dégager du temps plus la vie de famille, c'est compliqué. Et quand j'ai commencé la chaîne, j'avais un enfant très bas âge, donc ça me nécessitait moins de temps qu'un enfant maintenant à son âge 2 ans et demi, qui sollicite beaucoup plus qu'un petit bébé. Après 2 ans et demi d'esquive, je me suis mangé le Covid. Donc ces dernières semaines, à chaque fois que j'avais du temps libre, je dormais, tout simplement. Donc voilà, la gestion de l'emploi du temps c'est compliqué. Je pense, moi je suis quelqu'un de passionné, c'est généralement quand je commence un truc, je vais de bout en bout. Et avec ce quotidien-là, ce n'est plus possible. Donc c'est frustrant, donc j'ai du mal à m'y mettre et à être récurrent, régulier, etc. Donc voilà, j'ai pas de conseils, on va dire, par rapport à ça. Maintenant en fait, je suis plus frustré et je peins quand j'ai envie. Pareil pour les vidéos, j'ai très vite compris que j'arriverais pas à être régulier dans mes vidéos parce que c'est pas des vidéos rapides à faire. C'est-à-dire que il y a tout un processus, surtout quand je fais en plus des intros scénarisées. Il y a le processus de création lui-même. J'imprime la figurine, je fais le traitement, je la monte, je la peins. Et après, il y a le commentaire, le scripting, le commentaire et le montage de la vidéo.
Donc c'est des vidéos longues à faire en fait, ça représente quand même beaucoup de travail et j'ai très vite compris que je ne pouvais pas être régulier parce que des fois je mets du temps à peindre, des fois j'ai pas le temps de peindre, et voilà. C'est pas juste faire une vidéo, c'est vraiment tout un processus créatif où il y a un produit fini qui sort à quelque chose de matérialisé. Voilà, on n'est pas juste devant une caméra à raconter des trucs, comme je le fais là, mais j'ai produit ça avant. Donc c'est pareil, voilà, il y a toujours un processus créatif. Et je pense, voilà, en vous parlant d'autres passions comme les comics, j'adore les jeux de société, je suis un gros joueur, gros collectionneur de jeux de société, peut-être que j'arriverai à être un peu plus régulier, à une fréquence plus élevée de vidéos, parce que j'aurai ce processus de création, de production en moins. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est très compliqué dans mon format de vidéo de réussir à faire quelque chose de simple. Et mes vidéos sont longues en plus, donc voilà, ça prend... je vois, je suis à 37 minutes, je sais absolument pas quand je vais m'en sortir en termes de montage pour réussir à faire quelque chose autour de 15 minutes, là c'est impossible. On va aller vite pour la suite. Quels sont tes objectifs à moyen long terme? Un projet de 20 kg de résine, ou 2 mètres de haut, ou même sur ta chaîne YouTube? As-tu vu ton évolution au niveau peinture entre tes débuts et maintenant? Alors, niveau de... oui, parce que j'ai commencé à peindre tout petit, je m'appelle Quentin, c'est mon prénom, et il y a un proverbe qui disait « Quentin peint, c'est pas bien ». Donc mes potes se foutaient littéralement de ma gueule, parce que je peignais comme une merde, mais complètement, et j'ai arrêté, et j'ai repris en fait les wargames plus tard, aux alentours des 30 ans, et j'ai repris le pinceau, et je me suis dit, je peins pas mal, et j'ai des heures et des heures et des heures de peinture, et oui, j'ai vu une amélioration. Surtout que je cherche toujours à travailler de nouvelles techniques, m'améliorer sur certaines choses, donc oui, en travaillant en fait, forcément tu t'améliores. Et objectif à moyen long terme, franchement j'en ai pas, j'en ai pas et j'en ai plein en fait, j'en parlerai pas là parce que voilà, ça fera l'objet d'autres vidéos, mais j'en ai plein de projets. J'aimerais une armure au Iron Man 1 sur 1, un Batman échelle 1 pour 1, enfin j'aimerais des trucs énormes, mais j'ai pas la place chez moi, j'ai un tout petit atelier, voilà, j'ai pas encore la place, peut-être dans une nouvelle maison, oui je ferai des gros trucs, des têtes de dragons sur les murs, enfin voilà, j'aimerais faire des choses énormes, mais je n'ai pas encore la place, et je trouve que avoir une collection de figurines c'est beau, surtout quand tu les fais toi-même c'est encore plus beau, et pour l'instant je reste sur cette idée là, mais on n'est pas à l'abri d'un projet fou. Une autre question d'une personne qui m'a envoyé par Messenger, donc j'ai pas gardé son nom. Bonjour, je me permets de te contacter directement, les recherches n'aboutissant pas. Aurais-tu une astuce pour les emboîtements des pièces dans She2Box? En général, je me retrouve souvent avec énormément de ponçage car les pièces ne s'emboîtent pas entre elles. Oui, j'ai une astuce. Alors, il y a des tutos vidéo pour ça, j'ai trouvé des tutos. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les emboîtements, si vous mettez pas de tolérance, ils vont pas s'emboîter. En fait, ça vient du fait que la lumière qui polymérise la résine, elle traverse la résine, et donc elle va polymériser un peu plus loin que ce qu'elle devrait. Donc je sais que dans She2Box, j'ai pas encore regardé dans DigiSlicer, dans She2Box, il y a une option en fait pour rajouter une tolérance. Et donc vous allez avoir mettre une tolérance sur votre emboîtement pour que ce soit plus petit, et donc soit le pin plus petit, soit le trou plus gros, ou soit les deux. Et vous allez pouvoir faire vos emboîtements comme ça. Donc vous trouvez sur le net des tutos sur ajouter une tolérance avec l'option dans She2Box. Voilà, faites une petite recherche YouTube, vous trouverez les tutos qui vous aideront en fait pour gérer vos emboîtements sans avoir à poncer pendant des heures. Une nouvelle question, salut, je voudrais un conseil pour la couleur de peau des figurines, tu prends quoi comme couleur? Alors ça dépend de la peau que tu veux faire, hein. Si tu veux faire de la peau black, de la peau plutôt basanée, de la peau claire, moi je prends généralement, comme je fais beaucoup de mangas, je fais de la peau claire généralement la plupart du temps, et j'utilise du Cadian Flesh Tone pour la base et du Kislev Flesh pour les lumières. Et pour des éclaircissements, je rajoute aussi du blanc dans mon Kislev Flesh, donc n'hésitez pas à mélanger vos couleurs. Sachez simplement que dans toutes mes vidéos, dans la description, je mets à chaque fois la liste des couleurs et comment et pourquoi je les applique. Donc si vous cherchez une recette pour faire de la peau, et ben vous la trouverez, et que vous voyez ça sur une figurine, vous la trouverez en fait simplement
dans la description de la vidéo qui correspond. Question de Yann Papayou. Salut, tu fais toujours en plein? Donc oui, j'imprime toujours mes figurines en plein. J'ai besoin de ça. Alors je sais que c'est pas économe, qu'on peut creuser donc les figurines, les imprimer creuses. Mais moi j'ai besoin de quelque chose de lourd en fait. Une figurine de collection pour moi, elle doit faire son poids. Et c'est con, mais voilà, c'est comme ça. Un objet de collection pour moi, il doit avoir du poids. Et c'est pour ça que j'imprime toujours en plein. Une dernière question de Elaza. Salut, j'ai vu ta vidéo, elle est incroyable. Peux-tu me dire où je peux trouver ce fichier STL? Donc ça c'est pour répondre en général. J'ai fait une vidéo sur comment trouver des fichiers STL gratuits et de qualité. Allez la voir. Donc comme je le disais dans la vidéo, l'intérêt c'est pas juste de télécharger des trucs gratuits parce que c'est gratuit, mais vous allez avoir de belles choses. Donc qui dit belle figurine dit maîtriser des techniques différentes, maîtriser des grosses techniques, et c'est souvent casse-gueule et on n'a pas forcément le budget de lâcher 30 €, 50 € pour un modèle d'une belle figurine. Donc avoir des fichiers, des figurines gratuites et comme ça de qualité, ça va vous permettre de vous exercer sur des techniques, sur plein de techniques différentes, puisque vous allez, si vous choisissez pas en plus que vous peignez, c'est-à-dire que si vous avez un choix réduit, parce que en gratuit il n'y a pas tout, mais que ça reste des trucs de qualité, et ben vous allez vous challenger, vous allez aller vers des trucs que vous n'aurez jamais pensé avant, et c'est ça l'intérêt en fait de cette vidéo. Télécharger des trucs gratuits et de qualité pour sortir en fait de votre zone de confort, pour sortir en fait de vos habitudes et aller vers des trucs que vous n'aurez jamais pensé. Et en plus, ça vous coûte rien de vous casser la gueule là-dessus. Voilà, juste un peu de peinture et de résine. Donc, j'ai fait cette vidéo-là. Après, pour le reste, franchement, allez voir sur Yegi, Cult 3D, Thingiverse aussi. Bon, il y a moins de figurines là-dessus. Mais Yegi, c'est un annuaire en gros, hein, c'est le Google de la 3D. Et sinon, sur les sites que je vous décris, les Patreon, etc., que je vous décris dans la vidéo sur les fichiers STL gratuits et de qualité. Voilà. Je pense que j'ai fait passer beaucoup de conseils, répondu à une dizaine de questions à peu près, donc merci encore d'avoir joué le jeu, franchement c'est super sympa de votre part, et voilà, je suis très content en fait des gens, de la communauté, c'est toujours très bienveillant, voilà, j'ai une bonne communauté, je peux le dire. Et on en arrive à ce suspense insoutenable de cette cassette, de ce ticket d'or. Alors, je sens la déception arriver, mais ce n'est pas grave. Ah, ils font toujours du matériel de qualité, hein. Franchement, même leur BD, c'est toujours génial ce qu'ils font. Il y a des posters aussi dedans, ils sont géniaux les posters. Alors, voici l'arrière. Voici le bouquin, donc avec une couverture avec les 3 histoires qui sont représentées. Et donc, la fameuse cassette. Voilà. Je vais le découvrir avec vous en regardant le retour de mon portable. Non, je vais pas y arriver comme ça. Voilà, la cassette est sortie. Your Reader, The Devil's Key. Le suspense est jusqu'au bout, quoi. Ils mettent ça, ils emballent ça encore. On ne sait pas. Alors c'est vraiment à l'ancienne, hein, les cassettes quand on était gamin, dans les Walkman, avec la petite boîte et tout. Attention. Voilà, c'est serré, c'est serré. C'est très serré. C'est limite sexuel tellement c'est serré. Voilà. Ah, super la couve, franchement magnifique. Et donc on y va. Et c'est une rouge, la déception. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Je vais l'écouter de toute manière. Je trouve ça incroyable de retrouver ces objets-là. On a vraiment plus l'habitude d'en avoir. Je trouve ça assez beau, en fait, hein, simplement. Voilà, donc cette superbe cassette audio. Pour ceux qui connaissent pas, ça m'étonnerait parce que j'ai vu l'âge moyen de mon audience, on est tous censés connaître ce genre d'objet. Voilà. Donc très content quand même d'avoir ce coffret collector.
même si voilà, la petite cerise sur le gâteau, ça aurait été une verte ou la dorée. Mais voilà, j'ai jamais vraiment beaucoup de chance pour ce genre de truc. En tout cas, super heureux. Et je suis impatient de le lire. Ça fait plusieurs jours qu'il est chez moi, le coffret, et que j'avais envie de l'ouvrir. Mais voilà, je l'ai gardé pour vous. Enfin, pour faire ce petit suspense jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour vos questions. Ça fait presque 1 heure que je parle. Encore une fois, je ne sais pas comment je vais faire le montage de cette vidéo. Elle sera très longue. Mais voilà, on est sur du chillage. Et voilà, encore très heureux d'avoir fait cette chaîne YouTube. J'espère que je ferai d'autres vidéos sur plein d'autres sujets aussi, que ça vous tentera. Et Label 619, si vous aimez les comics, allez-y, les yeux fermés, c'est génial. Voilà, merci à tous, merci pour vos questions. Je vous dis à la prochaine. J'ai mis mon t-shirt qu'on m'a offert, You Wanna Make, devant, et je crois que derrière il y a marqué Make It Baby, donc ce sera le mot de la fin. À la prochaine vidéo, et Make It Baby. I just wanna live my life, but I keep on hearing about nonsense. Me and my dons ain't mobsters, but you know when you see imposters. We know how to read them faces, same way you know how to read them comments. If you wanna talk, let's talk, but around here, make sure you walk and your talk is constant. Hey, I seen it all before, I heard chat that they all adore. 1 week looking like they all aboard. Next day, they don't even walk the walk. I've been here since I bust down Aqua, cutting through Astor, all black master. Now I'm too grown for acting gaffer, trying to pay off my Madre's gaff cuz. Took the wife and there's a rotty that's peak. Add the spice to calamari, that's me. My advice off the order I seen. Christ alone, he don't promise you.